Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé aux États-Unis, son premier déplacement depuis le début de la guerre lancée par la Russie. L'armée russe va développer son potentiel militaire, annonce de Vladimir Poutine ce mercredi alors que Moscou entreprend des manœuvres avec le Bélarus et la marine chinoise. Couper le chauffage, rajouter une couette ou se plonger dans le noir. En Europe, les citoyens font ce qu'ils peuvent pour faire face à la hausse du coût de l'énergie. Après un passage furtif par la Pologne, Volodymyr Zelensky est arrivé ce mercredi soir aux États-Unis, son premier déplacement à l'étranger depuis le début de l'offensive menée par l'armée russe le 24 février. Il doit être reçu à la Maison-Blanche par Joe Biden avant de donner une conférence de presse. Volodymyr Zelensky s'adressera ensuite au Congrès américain. Au cours de ce déplacement, déjà considéré comme historique, les États-Unis doivent annoncer la fourniture d'un système anti-aérien Patriot, une aide qui sonne comme un défi à Vladimir Poutine, qui a annoncé en parallèle le développement des capacités militaires de son pays. Les parlementaires américains doivent voter prochainement une enveloppe massive de soutien à l'Ukraine de près de 45 milliards de dollars, une somme qui s'ajoute aux près de 50 milliards de dollars déjà versés à Kiev, dont 20 milliards en armement et assistance militaire. Volodymyr Zelensky, habitué aux discours prononcés à distance depuis le début de cette guerre, veut aussi s'assurer du soutien continu du Congrès américain, qui sera partiellement contrôlé dès le mois de janvier par les républicains. Vladimir Poutine a affirmé ce mercredi que son pays allait continuer de développer son potentiel militaire, y compris la préparation au combat de ses forces nucléaires. Alors que l'armée russe effectue des exercices conjoints avec le Bélarus, mais également des manœuvres navales avec Pékin en mer de Chine, le chef du Kremlin a annoncé affecter un budget militaire illimité pour la guerre en Ukraine. Le président russe a par ailleurs évoqué l'entrée en service début janvier d'un nouveau missile hypersonique de croisière. La frégate amiral Gorchkov sera équipée d'un nouveau missile hypersonique Zircon qui, je le répète, n'a pas d'équivalent dans le monde, a-t-il déclaré. Autre annonce, Moscou va déployer des bases navales dans les villes ukrainiennes occupées de Berdiansk et de Mariupol pour soutenir sa flotte de la mer Noire. Mais Vladimir Poutine a aussi évoqué de nouveaux débouchés en termes gaziers. Un nouveau centre de production de gaz apparaît sur la carte de notre pays dans la région d'Irkoutsk. Nous lançons l'unique champ de condensat de gaz de Kovikta, le plus grand de Sibérie orientale, a déclaré le président russe. Ces réserves récupérables sont de 1800 milliards de mètres cubes de gaz. Vladimir Poutine a ajouté qu'un gazoduc de 800 km de long avait été construit pour relier ce nouveau champ gazier à celui de Chayandina et accélérer les livraisons vers la Chine, nouvelle source de revenus pour la Russie depuis l'entrée en vigueur des sanctions occidentales. L'armée lituanienne va bientôt arrêter de surveiller la frontière avec le Bélarus. Maintenant que le pays a fini de construire une barrière physique et un système de vidéosurveillance sur plus de 500 km, les gardes-frontières vont pouvoir se débrouiller seuls. Un mur de 4 mètres de haut, dont 60 cm de barbelés, a été construit depuis l'été. Le gouvernement lituanien accuse les gardes-frontières bélarusses d'encourager le passage de migrants du Moyen-Orient vers la Lituanie. Il sera en plus responsable de dégradations sur le mur d'enceinte. Cette année, nous avons relevé environ 350 cas de dégradation. Récemment, nous avons remarqué que la barrière physique était endommagée précisément là où il n'y a actuellement aucun système de vidéosurveillance. Parfois, le temps de réaction de nos agents est mis à l'épreuve. Ce n'est que dans des cas isolés que nous remarquons que des dommages sont causés là où il y a des caméras. L'Union européenne a décidé de sanctions en 2021 contre le Bélarus en réaction à l'élection frauduleuse d'Alexandre Loukachenko. En représailles, Minsk aurait volontairement provoqué l'afflux de migrants du Moyen-Orient vers ses frontières avec l'UE. En tout, 4200 personnes seraient arrivées illégalement en Lituanie depuis l'an dernier. Chose promise, chose due.
Après un long moment de silence, Elon Musk a annoncé son intention de quitter la tête de Twitter dans la nuit de mardi à mercredi. La décision tombe après les résultats d'un sondage lancé lundi par le milliardaire, où il avait demandé aux utilisateurs du réseau social s'ils devaient ou non quitter la tête de la plateforme. 57,5% des plus de 17 millions d'internautes ont voté pour son départ. Mais à en croire un message posté peu après, Elon Musk ne compte pas pour autant revendre l'entreprise, qu'il estimait pourtant en faillite. Il veut continuer à s'impliquer dans son fonctionnement quand un nouveau patron aura été trouvé. La gestion erratique du réseau social depuis son rachat a mis à mal le reste des affaires d'Elon Musk. En 3 mois, le titre du constructeur automobile Tesla a perdu près de 55% de sa valeur à Wall Street. Il est reparti à la hausse quand le milliardaire a affirmé qu'il pourrait lâcher les rênes de Twitter. 100% mécontent, 200% remboursé. Après la suppression de centaines de trains ce week-end en raison d'une nouvelle grève des contrôleurs, la SNCF a annoncé verser le double du montant des billets annulés aux voyageurs impactés. L'entreprise ferroviaire française juge la mobilisation inacceptable en ces fêtes de fin d'année. Au total, près de 200 000 personnes seraient concernées et environ un TGV sur 3 est supprimé entre vendredi et dimanche. Selon la direction, le mouvement de grève devrait coûter à la SNCF plusieurs dizaines de millions d'euros. L'heure est aux économies d'énergie en Europe. Des gouvernements incitent à diminuer la consommation, mais beaucoup d'habitants le font spontanément pour des raisons financières ou environnementales. En Belgique, depuis 2 ans, des citoyens participent à l'expérience Low Heat et vivent sans chauffage central. Donc il y a des questions d'habitude qui sont à la fois physiologiques et mentales, je pense, et qui font qu'on supporte des choses qu'on n'imaginait pas supporter avant. Mais il faut y aller progressivement, chacun à son rythme. Il n'y a pas de recette universelle. Un des moyens de supporter des températures plus basses chez soi, c'est de se mettre sous une grosse couette. À Tonnerre, dans le centre de la France, la mairie distribue des duvets aux habitants qui sont contraints de baisser le chauffage parce qu'ils ne peuvent pas faire face au coût de l'énergie. Malheureusement, je suis en retraite et j'ai pas vraiment beaucoup d'argent. Donc une couette, ça me dépanne surtout la nuit, parce que c'est le matin qui fait froid. En Finlande, on procède autrement pour économiser l'énergie. Cette patinoire est laissée dans le noir, sans électricité. L'équipe de hockey de Oulu, au sud du cercle arctique, s'entraîne dehors, sur un terrain ouvert au public. Il faut maintenant attendre la fin de l'hiver pour pouvoir évaluer l'efficacité de ces mesures. Le PDG de la compagnie aérienne Icelandair qualifie la situation de désastreuse. Depuis lundi en Islande, des centaines de voyageurs sont bloqués à l'aéroport international de Keflavik. Presque tous les vols ont été annulés, cloués au sol par une violente tempête hivernale. On ignore quand est-ce qu'ils seront reprogrammés et la plupart des routes de la région sont impraticables. À quelques jours des fêtes de Noël, beaucoup craignent de ne pas pouvoir rejoindre leurs proches. Aujourd'hui est un jour spécial pour Tamara. Elle prépare son taxi avec des décorations de Noël pour des clients particuliers, des personnes âgées à qui elle offre un trajet gratuit à Madrid pour admirer les lumières de Noël. L'initiative s'appelle Taxiluz. Ce jour-là, ce sont des émotions fortes. C'est un jour d'excitation pour eux et encore plus pour nous. Rien que de voir leur visage tout contents, comment ils se sont mis sur leur 31, ils sont adorables. C'est aussi un cadeau pour moi. Adolfo et Lucia sont voisins et amis. Ils font partie des 900 personnes âgées qui bénéficient de l'activité dans la capitale. Taxiluz leur permet de briser la barrière qui les sépare du centre-ville. Depuis la mort de mon mari, il y a 10 ans, je ne vais plus dans le centre de Madrid. Car je ne peux pas utiliser le métro ni le bus. Je me sens très bien, très heureux. Allons-y. En 2017, quand l'idée de Taxiluz est née à Madrid, à peine 20 taxis ont participé. Cette année, il y a plus de 200 volontaires et l'initiative s'est étendue à 12 autres villes du pays. Voilà ici le point de départ dans la capitale. Les chauffeurs profitent du mauvais temps pour accomplir une bonne action. Ils échangent quelques heures payées contre une course gratuite. Il pleut, mais nous sommes préparés à tout ça. L'important, c'est ce que nous faisons pour eux.
Parce que c'est la meilleure façon possible pour eux d'être heureux. C'est la meilleure course de l'année, c'est la plus belle. Adolfo et Tamara commencent leur promenade de 2 heures à travers les rues de la capitale. L'occasion de découvrir de nouvelles choses. Les lumières que je n'avais jamais vues avant. Et le balai des taxis. À la fin du trajet, l'organisation Taxilous leur prépare un dernier cadeau. Une petite attention pour toutes ces personnes à qui il ne faut pas faire oublier la magie de Noël.